Alors aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un personnage assez incroyable, François-Étienne de Rosilly-Méros. Imaginez un peu, c'est un amiral dont la carrière couvre une période complètement folle de l'histoire de France, de l'Ancien Régime jusqu'à la chute de Napoléon. C'est un homme qui a tout vu, les révolutions, les grands conflits, et qui a dû faire face à une situation que franchement très peu de commandants ont eu à affronter. Et cette situation, elle se résume à une question un peu vertigineuse. Comment est-ce qu'on peut commander une flotte quand celle-ci a déjà été détruite? C'est vraiment la question qui va hanter une bonne partie de sa carrière. On lui a confié une mission, oui, une mission impossible, juste après l'une des plus grandes catastrophes navales de tous les temps. Alors, pour bien comprendre le personnage, pour saisir pourquoi il a pris les décisions qu'il a prises, il faut qu'on revienne un peu en arrière, au tout début de son parcours en fait, parce que c'est là, dans une épreuve de survie absolument terrible, qu'il a vraiment forgé son caractère. Et ses premières années, c'est un véritable tourbillon. Bon, il faut dire qu'il est fils d'un chef d'escadre, donc son destin était un peu tout tracé, la mer. Et il apprend vite, très vite. On le retrouve un peu partout, de Rio de Janeiro à Terre-Neuve. Bref, il se prépare sans le savoir encore à des défis absolument colossaux. Et puis en 1772, l'aventure avec un grand A commence. Il rejoint l'expédition de Kerguelen, rien que ça. La mission, c'est un truc de fou pour l'époque. Trouver le fameux grand continent austral. On partait vraiment cartographier l'inconnu à la recherche de cette terre quasi mythique. Il est donc envoyé en reconnaissance sur une simple chaloupe pour explorer la côte de ce qui deviendra les îles Kerguelen. Et pendant qu'il fait ça, loin du navire principal, la situation à bord prend une tournure, disons, dramatique. Quand il revient à l'endroit convenu, il n'y a plus rien. Rien. Le navire de commandement, la Fortune, a tout simplement disparu. Le voilà, abandonné avec son équipage à des milliers de kilomètres de tout, au milieu des eaux glaciales de l'océan austral. C'est un cauchemar absolu. 8, c'est le chiffre à retenir, 8 mois. C'est le temps qu'il va passer en mer après ce drame. Il est secouru par un miracle incroyable, par un petit navire ravitailleur, le Gros Ventre, mais ça veut dire 8 mois à dériver dans les mers les plus dangereuses du monde. Une épreuve pareille, ça vous change un homme. C'est là qu'il a acquis ce sang-froid qui ne le quittera plus jamais. Bon, après une épreuve pareille, on pourrait penser qu'il en a assez de la mer. Mais non. Voyons maintenant comment cet officier, déjà bien aguerri par la vie, va se faire un nom au milieu d'une guerre qui va redessiner la carte du monde. On est le 17 juin 1778. C'est la toute première bataille navale entre la France et la Grande-Bretagne dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine. Et pour Rosilly, c'est son premier grand test du feu, le moment où il va devoir prouver ce qu'il vaut vraiment au combat. Alors regardons ce qui se passe, c'est tactiquement très intéressant. Rosilly, il commande un petit navire, le Coureur. Il sait très bien qu'il ne fait pas le poids. Alors que fait-il? Au lieu de fuir, il attaque délibérément l'escorte du navire britannique principal. C'est un sacrifice en fait. Il attire sur lui le feu pour permettre à la frégate française, la Belle Poule, de se battre à armes plus égales. C'est un geste incroyablement courageux et intelligent. Le résultat? Son navire est mis hors de combat, et lui, il est fait prisonnier. On pourrait croire que c'est une défaite, mais pas du tout. Son sacrifice a permis de sauver la Belle Poule. Et à son retour en France, après un échange de prisonniers, il est accueilli en héros. Il n'est pas vu comme celui qui a perdu son bateau, mais comme celui qui en a sauvé un plus gros. Le roi lui-même le récompense avec la prestigieuse croix de Saint-Louis. Allez, on fait un bond dans le temps. Les années passent, Rosilly gravit tous les échelons. Il mène des missions diplomatiques, il est respecté. Il conseille même un certain Bonaparte pour la campagne d'Égypte. Et c'est là, au sommet de sa carrière, qu'il va recevoir la mission la plus impossible qui soit. On est en octobre 1805. Napoléon le nomme pour succéder à l'amiral Villeneuve. Trafalgar, le mot est lâché. Le désastre a eu lieu. La mission de Rosilly, ce n'est pas d'aller gagner une bataille, c'est beaucoup trop tard. Non, sa mission, c'est d'essayer de sauver les débris, ce qui reste de la flotte franco-espagnole qui est complètement piégée dans le port de Cadiz. Et là, la situation c'est un véritable piège à rats. C'est intenable. D'un côté, vous avez la Royal Navy, qui bloque toute sortie par la mer. Impossible de s'échapper. Et de l'autre, sur Terre, la population espagnole vient de se retourner contre Napoléon. Donc ses anciens alliés sont devenus ses ennemis. Il est pris en tenaille, complètement coincé. 1200, c'est le nombre de bombes qui vont s'abattre sur ces quelques navires pendant 2 jours, en juin 1808. Un déluge de feu. Et l'ironie tragique dans tout ça, c'est que ce bombardement vient des Espagnols. Leurs alliés de la veille sont en train de les anéantir. Il n'y a aucune issue. La météo est contre lui, pas un souffle de vent pour tenter une sortie désespérée. S'il reste, c'est le massacre assuré de tous ses marins. Alors il prend la décision la plus terrible pour un commandant. Il négocie. Il se rend. Il rend les navires pour sauver la vie de ses hommes. Il rentrera en France avec son état-major, mais sans sa flotte. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, une fin un peu amère pour une carrière de combattant. Mais en fait, pas du tout.
C'est peut-être là que ses contributions les plus importantes pour la France vont commencer. Complètement. Il change de casquette. Il passe du pont des navires au bureau d'études. Il devient un organisateur, un scientifique, un administrateur. Il prend la tête du Conseil des constructions navales. Il organise le corps des ingénieurs hydrographes. En fait, il devient l'architecte de la marine du futur, un visionnaire qui va repenser et moderniser toute l'institution. Et c'est ça, au final, son véritable héritage. C'est pas une grande victoire navale au large de je ne sais où. Non, son héritage, c'est la création d'institutions solides. C'est le premier relevé complet et moderne des côtes de France. C'est un travail de l'ombre, un travail de fond, mais qui a eu un impact bien plus durable que n'importe quelle bataille. Au fond, l'histoire de Rosilly, ça nous pose une question intéressante sur ce qu'est la grandeur. Est-ce que ça se mesure forcément au nombre de victoires éclatantes, ou est-ce que ça se trouve aussi dans une vie entière de devoirs, dans la capacité à traverser les tempêtes, les désastres, et à continuer de construire, de servir, même dans l'ombre? C'est une belle question à méditer.